dans l'esprit. Un dernier point sur l'armement, j'ai un petit différent quand même. L'armement conventionnel est assez important, vous l'avez décrit, ils en ont acheté pas mal avec les rançons qu'ils ont obtenues, ils ont des moyens de communication. Donc quand on verse des rançons, ça sert à ça aussi. Absolument, tout à fait. Mais quelle est la difficulté du côté de forces spéciales françaises ou autres? C'est que là, s'il s'était agi simplement de détruire les 4 véhicules d'Al-Qaïda, ils auraient été détruits sans aucune difficulté, sans aucun blessé du côté français, car il y a une possibilité d'allonge de les détruire à distance. Mais l'objectif n'était pas celui-là. L'objectif était de récupérer ces 2 Français avant qu'ils se retrouvent dans le couloir de la mort du désert du Mali. Donc évidemment, à ce moment-là, vous êtes obligé de vous rapprocher, d'être au plus près, ne serait-ce que pour des problèmes d'observation et de neutralisation du tireur, du véhicule. Qu'est-ce qui s'était passé après une prise d'otage au large de la Somalie? Vous avez eu une intervention d'un hélicoptère force spéciale au sol, qui a pu tirer dans le moteur du véhicule des ravisseurs pour les immobiliser. Donc vous êtes obligé, même si les tireurs d'élite peuvent tirer à distance, de vous rapprocher. À ce moment-là, vous êtes vulnérable, et c'est pour ça qu'il y a eu des contre-tirs. Ce qui est vrai, ce que vous avez dit et qui est juste, c'est qu'en face, ce sont des combattants rustiques, souvent héritiers du GIA, du GSPC, qui se sont fait étrier par les forces algériennes, et qui sont donc ce qui reste de ces groupes armés, ce sont des gars qui ont derrière eux un certain nombre d'années de combats, de vie rustique dans le désert, et qui sont déterminés. Ça, c'est tout à fait vrai, avec de l'armement conventionnel. Antoine Glaser, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que c'est pas une opération du GIGN dans la Creuse. Je veux dire, on est quand même dans un pays qui s'appelle le Niger. Il faut quand même connaître le minimum de ce pays. Ça veut dire c'est un pays où il y a eu un coup d'État en février 2010. Il y a une junte qui est actuellement au pouvoir, qui devrait remettre le pouvoir aux civils à la fin du mois, normalement. Ça veut dire que moi, je ne suis pas vraiment surpris le fait que finalement, que ce soit l'armée nigérienne. On n'entend même pas, il y a un certain nombre de présidentiables, de Nigériens qui pourraient aussi intervenir et parler de cette opération, de cet enlèvement, de ces assassinats. Mais on n'en parle absolument pas au Niger. Les Nigériens sont totalement ailleurs. L'espérance de vie de 43 ans, des militaires sans doute pas très bien payés, une junte nigérienne, vous avez le chef de la junte, le président Salou Djibo, qui a enfermé au mois de novembre le numéro 2 de la junte qui voulait faire un coup d'État. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas du tout dans nos affaires franco-africaines ou franco-nigériennes. Et eux, ils disent non, on n'a pas... Peut-être qu'ils avaient les 2 types, ils n'ont pas voulu les garder. La France est de plus en plus, n'est pas chez elle en Afrique, et de moins chez elle au Sahel. Et c'est extrêmement important de voir quelqu'un comme Maurice Freund, qui a été un défenseur du tourisme français en Afrique, qui il y a quelques semaines, qui avait regretté l'histoire que le Paris-Dakar se déroule en Amérique latine, qui a regretté qu'il y ait quelques semaines ou mois, qui disait mais il faut continuer à aller dans ces pays parce que sinon c'est terrible pour les gens, pour le tourisme localement et autres. On ne parle pas des ONG, c'est le pays des ONG, depuis la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le jeune s'est fait tuer, c'est un honneur du ONG. Donc on est dans une phase. Je crois que quand Nicolas Sarkozy a dit le 22 juillet, la France est en guerre dans les pays du Sahel, les gens n'ont pas réalisé à quel point c'était vrai. Et encore une fois, en ce moment, le Niger, je pense que par exemple que l'armée nigérienne, il ne faut pas imaginer que... Pourquoi est-ce qu'ils peuvent rentrer aussi facilement à Niamey, dans la capitale? Parce que l'armée nigérienne a ses propres problèmes. Il n'y a pas tout le monde... L'armée nigérienne, les types ne sont pas équipés comme on peut l'imaginer. Et quand c'est une junte avec des problèmes au sein de la junte, je pense aussi que les types ne sont pas forcément tous armés de la même façon. Et donc ils sont ailleurs. Il y a la première chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le Niger est un pays stratégique pour la France, pour le nucléaire français. On n'oublie pas, mais je veux dire, il faut savoir d'où les 5 otages qui ont été enlevés, c'était vraiment les Areva. Ça veut dire, il y a 30% de la production d'uranium d'Areva, c'est le Niger. C'est pas le pays. Évidemment, quand on voit, et c'est effectivement, quand vous êtes sur l'avion, c'est un immense bac à sable. C'est 2 fois la superficie de la France. 10 millions d'habitants actuellement, 50 millions en 2050, parce que c'est un pays où la fécondité des femmes, c'est absolument incroyable. Il y a 7 femmes, il y a 7 enfants par femme. Donc c'est un pays où la France va avoir, en tout cas, on le voit maintenant, mais de plus en plus de difficultés. Et au Niger et dans tous les pays Sahel, je pense qu'on est entré dans une nouvelle phase.